Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je m'exprime juste très rapidement sur le sujet, là, Binance, etc. Même si j'aime pas d'habitude commenter l'actualité à la con, là c'est juste parce que c'est pas une actualité à la con. Je pense que ça méritait d'être traité relativement rapidement, donc je vais pas m'étaler 3 heures. Je vais à l'essentiel. Donc pour ma part, ça faisait partie des choses que j'attendais, pas nécessairement sous cette forme, c'est toujours pareil, mais ça fait partie des grands dessins, entre guillemets, qui font partie de mes plans. Et donc, bah, voilà. Donc, c'est plutôt confirmation de quelque chose que je voyais venir. Donc, toujours pareil, une fois que c'est dans le cadre d'un schéma, donc d'une logique, d'un modèle que je suis, essayer toujours de me dire, voilà, ok, bon, bah, j'avance le pion de la maturité sur ce scénario-là. Ça confirme évidemment donc, les biais spéculatifs. Et pour ma part, donc, c'est la question, bah, maintenant que cette étape est franchie, quelle est la prochaine? Voilà. Donc c'est toujours comme ça que ça avance, on valide étape par étape. Donc pour ma part, c'est plutôt confirmation de quelque chose que j'avais déjà anticipé. On avait parlé de ça de mémoire, je crois même l'année dernière ou un truc comme ça, quand on avait parlé des vecteurs d'attaque pour les anti-crypto. J'aurais pas imaginé que ce serait aussi violemment centré autour des États-Unis, mais maintenant, effectivement, avec un peu de recul, ça fait quand même du sens. Ceux qui ont le plus à perdre aujourd'hui avec la crypto, ce sont effectivement les États-Unis, même si à terme, je pense qu'ils vont vite comprendre qu'en réalité, c'est le bateau de sauvetage pour éviter un basculement de l'économie avec un effondrement américain et une toute-puissance chinoise, qu'en fait la crypto c'est un moindre mal pour les Américains. Maintenant, pour l'instant, évidemment, étant dans un statut donc de perte de vitesse, hein, je vous rappelle, dans l'ordre économique mondial, parmi mes modèles, je vais aller vous les rechercher. Hop, hein, donc là, principalement en référence au modèle de Ray Dalio, hein, je vous rappelle, donc le cycle de dominance puis de chute des différents empires au cours de l'histoire du monde. Et aujourd'hui, effectivement, les États-Unis hein, sont vraiment donc, dans la pente descendante, ce qui est très inconfortable pour eux, hein, puisque donc c'est l'impression de perdre le contrôle, etc. Donc, comme on l'a dit, toutes les réactions un peu stupides qu'on peut voir aux États-Unis avec un prisme de lecture correct sont plus que compréhensibles. Voilà. Alors évidemment, de son côté, hein, la Chine, elle, n'est pas encore en place, d'accord, mais on voit bien que la dynamique, c'est une Chine qui monte, des États-Unis qui baissent. Et évidemment, c'est très déstabilisant pour ceux qui baissent, et donc probablement pas mal de, comme je vous dis, mauvaise décision due à la peur d'eux, et c'est généralement pas dans ces moments-là qu'on prend les décisions les plus rationnelles. Bref, donc ceci dit par rapport à ça, donc les États-Unis, fer de lance de cette politique de lutte contre la crypto, et on avait dit déjà à l'époque, moi par le modèle à suivre était qu'il suivrait probablement 3 types d'attaques pour détruire la crypto, ou en tout cas qu'il y aurait des actions coordonnées dans 3 grands secteurs. Ces 3 secteurs, ce serait probablement donc de concentrer les flux dans certaines cryptos, donc en causant des liquidations, on crée des stress, donc ça c'est évidemment ce qui s'est produit, donc retrait de la liquidité, même si je n'avais pas prévu pour ma part que ça se passerait avec un effet qui se coule en plus à l'intérieur de la crypto avec les acteurs malicieux comme FBF et tout ça là, enfin FTX, donc ça on va dire ça a plutôt été un bonus dans le bear market. Mais voilà, donc la sélection naturelle s'est opérée par un retrait des liquidités, ça on l'a vu, donc c'était très difficile de prévoir sous quelle forme ça se produirait ici, mais on savait bien que le bull market ne serait pas éternel. Donc par contre, on a été pris complètement de court, donc avec la fermeture littérale des liquidités au niveau américain, réhausse de taux très agressive, etc., plus donc en plus les liquidations des acteurs qui nageaient le cul à l'air, égale double effet qui se coule pour le marché crypto. Bref, on a vu donc la reconcentration des flux vers les acteurs majeurs. L'étape numéro 2, c'était évidemment, on l'avait dit, de débancariser, c'est-à-dire d'empêcher le redémarrage d'un cycle en bloquant l'accès aux liquidités. Ça s'est mis sous la forme de ce qu'on a vu aujourd'hui comme l'opération Choke Point. Je vous l'ai mis ici dans ce tweet. Hein, voilà, donc, et la dernière étape, pour ma part aujourd'hui, maintenant donc on a eu concentration des flux, d'accord, c'est-à-dire on a reconcentré l'écosystème crypto sur quelques acteurs. Certains, heureusement, sont décentralisés, d'autres sont centralisés, et ils sont donc victimes de cette centralisation, puisque l'étape numéro 2, c'était regulation, c'est-à-dire, une fois qu'on a reconcentré ces flux, on va s'attaquer à tous les points centralisés de cet écosystème pour essayer de le fragmenter. D'accord ? Donc le but, c'était ici de faire intervenir des organismes de régulation étatique. Celui qui a été choisi, et c'était impossible de savoir que ce serait ça à l'époque, ça a été la SEC, qui est donc devenue le bras armé de cette vendetta,
qui concrètement revient à dire on va taper, mais significativement et de façon très, très ciblée, sur tous les acteurs centraux de la crypto. Donc ici, ils ont jeté leur dévolu sur les exchanges, qui est donc la passerelle qui permet à l'époque, et qui permet toujours d'ailleurs, aux particuliers de mettre de l'argent dans la crypto. Concrètement, donc, on intervient sur le système bancaire, d'accord, Choke Point, on réduit la capacité d'interconnecter la crypto avec le système bancaire, et à côté de ça, c'est donc de faire sauter tous les acteurs centralisés qui pourraient favoriser ce transfert de capitaux de l'un vers l'autre. Donc là, évidemment, sans surprise, la SEC, elle tape sur Binance, Coinbase, etc. C'était prévu. Bon, alors ce qu'il y a à noter dans l'attaque de Coinbase par rapport à celle de Binance, c'est que Coinbase a été attaqué sur la filiale Coinbase US, pas plus. Là, Binance, c'est toute la subsidiary, c'est la grosse holding principale, Binance Ltd, et toutes ses subsidiaries, y compris le founder, qui sont attaqués par la SEC. Donc là, encore une fois, à mon avis, c'était le bouquet final de la SEC. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on en voit déjà aujourd'hui les réactions, c'est-à-dire qu'en fait, l'écosystème crypto, au lieu de se fragmenter, se concentre autour de ces trucs-là. Ce qui veut dire, pour ma part, le but officiel de ces opérations de régulation by enforcement de la SEC sont en fait en échec total, tout comme l'ont été les opérations de Choke Point, puisque, en fait, l'opération de Choke Point, elle a permis de se servir de la crise bancaire régionale aux États-Unis pour faire sauter vulgairement tous ceux qui avaient un lien à la crypto et d'envoyer un message à tous les autres, attention, si vous êtes régulé dans le système bancaire américain et que vous aidez la crypto, vous avez plutôt intérêt à le faire en catimini, sinon on va venir vous taper dessus, en tout cas vous ne serez pas supporté dans cette situation de crise, et évidemment la tension sur le système bancaire étant grande, concrètement, tu vas te démerder tout seul mon coco si tu as une interaction avec les cryptos. Voilà un peu le message de Choke Point. De l'autre côté, donc Regulation by Enforcement, le bras armé SEC, s'attaque donc aux acteurs centralisés, ici principalement les exchanges et ou quelques gros projets. Mais c'est tout. Voilà. Mis à part ça, elle s'attaque aux exchanges, ceux chez qui elle peut taper et demander de l'argent. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est son incapacité littérale à attraper les vrais acteurs malicieux. En soi, rappelez-vous, la personne qui a intégré le système le plus profondément, celui qui a eu le plus de rendez-vous avec Monsieur Gensler, d'accord, c'est notre ami SBF de FTX, qui était l'acteur le plus malicieux de tout l'écosystème. Je veux dire, de tous les exchanges, c'était celui qui était le plus pourri. C'est lui qui a le plus discuté avec le régulateur SEC. C'est quand même, encore une fois, prouver l'inefficience totale de cette activité et de cette action. C'est juste de dire, mais c'est une blague en fait, la régulation by enforcement. Au lieu de fractionner l'écosystème, c'est en train de recentrer l'écosystème. C'est-à-dire, probablement les deux qui ont été ciblés, Coinbase et Binance, seront probablement les deux plus gros exchanges de demain. Parce qu'ils vont non seulement survivre à l'attaque et s'adapter. S'adapter comment ? Probablement eux aussi en migrant vers l'Asie et l'Europe, puisque c'est exactement ce qu'on voit également par ces différents systèmes d'intégration bancaire. On voit qu'entre guillemets, en plus de ça, l'Europe et l'Asie s'adaptent très très vite, non loin de jouer la partie à 180 degrés pour l'Asie, puisque comme vous le voyez en fait, à partir du moment où les États-Unis se ferment, que se passe-t-il ? Hop, la Chine d'un coup décide de se rouvrir, de bénéficier des mauvaises prises de décision américaines pour tout simplement sauter sur l'occasion et faire chier les ricains. Mais d'un autre côté, pour moi, hors de cette bataille bipolaire États-Unis-Chine, il y a surtout l'Europe qui s'est réveillée. Et ça faisait pas partie de mon plan. Mais c'est bien de montrer que malgré toutes ces tentatives que j'anticipais mais dont je connaissais pas la nature, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un échec cuisant sur tous les bras d'action. Sur la partie débancarisée la crypto, non, hop, surprise, l'Europe a ouvert ses bras aux cryptos en fournissant le cadre réglementaire qu'évidemment les États-Unis font tout pour ne pas fournir, et qu'en plus de ce cadre réglementaire n'est pas si mauvais. On s'attendait à avoir un truc extrêmement dystopique en Europe, alors qu'en fait, MiCA, c'est pas mal, ça propose des fondations. Alors il y aura bien évidemment pas mal de définitions légales à faire au niveau national, mais ce qu'on voit déjà, c'est que là aussi, ça avance très très vite. Au niveau national, on voit que par exemple au UK, on a une très très grande ouverture du système bancaire au niveau régulation crypto, c'est-à-dire que là-bas, les acteurs et les biens et les systèmes interbancaires commencent déjà à se réguler pour accueillir la crypto. C'est donc là-bas qu'on a de très très fortes chances de voir se développer tout un écosystème de VC qui va du coup remplacer tout le VC de la Silicon Valley qui a été complètement baisé avec la chute de SVB et la fermeture derrière de Signature Bank. Donc concrètement, en fait, tout cet aspect Silicon Valley, VC Capital
occidentale de la Californie a migré et est en train de migrer en UK, et ça va très très vite. Ce qu'on voit à côté, c'est que la débancarisation de la crypto, donc elle migre en Europe et en Asie avec les deux pôles, UK et pour la partie asiatique, Singapour, et maintenant même on rajoute pour la partie sphère d'influence chinoise tout ce qui est autour de Hong Kong qui commence à créer son propre cadre réglementaire. Donc en fait, on a juste complètement échoué dans la fermeture de cet aspect bancaire, elle a juste migré ailleurs. Autrement dit, tu as essayé d'attraper une fontaine avec tes mains, tu as essayé d'arrêter une cascade avec tes mains, l'eau continue de couler en fait, tout simplement. Le regulation by enforcement, c'est probablement le plus gros échec, puisque comme je vous le dis, ce qu'on voit dès aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout tué Coinbase. Coinbase, au contraire, se bat contre et a les finances pour probablement tenir tête à la SEC pendant des années. Ça se finira éventuellement par une petite amende, et encore, c'est tout sauf garanti. D'un autre côté, s'attaquer à Binance, on voit que c'est un échec cuisant, puisque là, à mon avis, c'est s'attaquer à bien plus gros que ce qu'il ne pourrait manger au niveau de la SEC. Donc, à mon avis, ça va être un gros échec. Et encore une fois, le plus gros échec de la SEC, c'est quand même que, je veux dire, ça la fout mal quand l'acteur réglementateur se retrouve à avoir copulé ouvertement avec l'acteur le plus malicieux de l'écosystème. Je veux dire, et lui, c'est avéré. Donc, c'est quand même une histoire dramatique, cette histoire de SEC. Mais le dernier, celui dont on avait parlé et qui reste encore à venir, c'est la destruction des stablecoins. On a vu déjà les premières étapes, d'accord, puisqu'encore une fois, ici, il y a différentes étapes. Donc, à mon avis, de choke point, on a vu le maximum, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'activité bancaire pro-crypto aux États-Unis. Je ne vois pas franchement ce qu'ils vont pouvoir faire, si ce n'est essayer d'avoir une extraterritorialité légale, c'est-à-dire de forcer le cadre réglementaire, la FATF et tous ces trucs-là, sur le reste du monde. Mais ce qu'on voit, c'est que le reste du monde n'en a rien à foutre. Encore une fois, l'Europe n'a pas du tout suivi les recommandations FATF. Ils en ont pris un petit peu, mais ils n'ont clairement pas été FATF compliant, etc. Donc, encore une fois, l'Europe s'en bat les couilles. Elle a choisi de tracer sa propre direction, et c'est pas mal. On va suivre maintenant le développement au niveau étatique, qui va très probablement, lui aussi, diverger fortement des directives très américano-américaines de FATF, World Economic Forum, qui sont très alignées avec les intérêts économiques des États-Unis. Donc voilà la réalité dans laquelle on est. C'est qu'en fait, cette opération anti-crypto, c'est un échec cuisant sur tous les secteurs d'activité. Il en reste encore un qui, pour ma part, nécessitera un énorme échec, c'est celui sur les stablecoins. Parce que l'attaque finale sur les stablecoins n'a pas encore eu lieu. Et c'est de ça dont il fallait qu'on parle. Dans le stade de maturité pour moi de cette attaque anti-crypto, la débancarisation, il n'y a pratiquement plus rien à faire, puisque malheureusement, les intérêts alignés des États-Unis ne sont pas suivis par le reste du monde, qui n'en a rien à foutre en fait, et qui au contraire avance et voit la crypto comme une opportunité. C'est extrêmement assumé côté asiatique, qui s'oppose tout simplement au bloc américain. C'est de plus en plus assumé en Europe avec la régulation MiCA qui ne suit pas une grande partie des recommandations FATF avec les travel rules, etc. Tout ça, ça a été sorti. Mais c'est pas non plus un cadre réglementaire YOLO, on fait ce qu'on veut, ok ? Donc c'est plutôt pas mal, et il va y avoir évidemment derrière les aspects plus nationaux qui vont être mis en place, et on voit déjà que certains acteurs européens majeurs sont très pro-crypto. Il y a, comme on l'a dit, UK qui va probablement récupérer tout l'écosystème VC de la Silicon Valley, c'est déjà en cours et ça accélère très vite. Pour ma part, il y a tout l'aspect suisse qui est déjà en train de réguler très 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 fortement tout l'aspect juridiction, fondation, etc. Tout ce qui va être, à mon avis, cadre légal d'opérations décentralisées et stockage financier. Donc là, on sera plutôt dans le stockage et la régulation financière des institutions crypto, d'accord, des compagnies, des non-profit par exemple, celles que vous avez vues, qui vont permettre de coordonner le financement des acteurs réellement décentralisés. Encore une fois, ce qui va se passer en Europe, c'est pas les shitcoins, etc. C'est juste la vraie valeur crypto, elle est partie ailleurs. Et donc, j'ai dit les fondations probablement en Suisse. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit du tout, par exemple, le move de Binance en France et, à mon avis, le cadre légal français qui est déjà en train de s'orienter de plus en plus vite pour fournir un cadre aux développeurs, un cadre légal reconnu de travailleurs pour les développeurs crypto, etc. Et donc, dans ce sens-là, vous avez une jolie triade en Europe qui permet donc de rebancariser, de structurer l'activité économique des DAO et des développeurs, etc., et de leur offrir un cadre légal de travail. Vous avez derrière un cadre foncier, un cadre légal pour les fondations et les opérations non-profit, on va dire, et cette intégration qu'il y a. Donc, en soi, l'écosystème crypto, il a migré, il se restructure ailleurs, et c'est donc un échec total de voir, encore une fois, ces attaques échouer littéralement sur tous les pans. Et le pan du stablecoin, on l'a vu, il y a eu l'attaque sur BUSD. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'est pas tombé, encore une fois.
Il y a eu l'attaque sur l'UST, mais là, bon, c'était d'une facilité affligeante de faire tomber ce truc-là. Il n'y avait pas besoin d'avoir de neurones pour voir que ça allait se tomber. Donc ça tombe, hein, entre guillemets, 20% de rendement comme ça, YOLO, ça n'a pas vraiment bien marché. Il n'a pas fallu grand-chose pour réaliser l'attaque et faire tomber Terra. Ça a été un peu plus compliqué de s'attaquer à derrière Binance. Il a fallu passer par Paxos pour faire sauter le BUSD. Maintenant, encore une fois, BUSD, ils espéraient probablement qu'il y ait une panique. Mon Dieu, les gens vont sortir, etc. Et ça va être... Eh ben non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été comme Terra. Au contraire, au final, BUSD s'est backé. Donc on ne peut plus en minter. Mais en attendant, pourquoi on se presserait à aller en burn? C'est pas la peine. En soi, ils existent toujours. On sait qu'ils sont backés par des vrais dollars. Il n'y a pas vraiment eu de panique bancaire au niveau de BUSD. Donc, ça n'a pas marché. Voilà. Donc BUSD, déjà, c'était un échec. Il reste, à mon avis... Tout comme j'ai l'impression que BUSD, c'était l'équivalent de Coinbase pour la SEC, j'ai l'impression que maintenant, donc la SEC s'est attaquée au grand géant Binance, c'est un peu le bouquet final de la régulation par enforcement du SEC. La SEC a sorti sa pièce maîtresse, et elle va se battre dans ce combat et probablement le perdre aussi. Mais... au niveau des stablecoins, je pense qu'il reste encore un coup d'éclat à faire. Et je pense que ce coup d'éclat, tout le monde a bien compris de qui je voulais parler, c'est de l'USDT. Je pense évidemment que tout comme Binance ne va absolument pas mourir à cause de la SEC, je pense que l'USDT ne mourra absolument pas des attaques coordonnées de cette cabale anti-crypto. Mais attention, pour moi, c'est là le prochain move. Donc maintenant que la plupart des pions ont été bougés sur l'échiquier et que ça a été un échec cuisant pour pratiquement tous ces pions, bon, soit tout simplement l'attaque va s'arrêter là, hein, et le bull market va se réamorcer par l'arrêt en fait de ces attaques anti-crypto, et leur échec sera en fait le succès des vrais acteurs qui ont réussi à s'adapter et à survivre, qui vont derrière vraiment briller. Option numéro 2, c'est coûte que coûte, de toute façon il faut y aller, l'action a été programmée, allons jusqu'au bout, et je pense dans ce cas-là que la prochaine étape, c'est de s'attaquer à Tether, the big one. La question c'est comment est-ce que ça va échouer lamentablement, tout comme les autres cas d'activité. Maintenant, encore une fois, voir que c'est une attaque, c'est-à-dire que cette attaque sur Tether ne sera pas forcément plaisante, elle sera évidemment coordonnée, réfléchie, et il ne faut pas prendre ces gens-là pour des débiles, d'accord? Ce sont encore une fois pour la plupart les plus grosses fortunes de ce monde et les plus grosses têtes pensantes, donc s'imaginer qu'ils sont débiles, c'est pas franchement très malin non plus. Donc plutôt de dire sont des gens très intelligents, malheureusement c'est juste de comprendre que malgré toute leur intelligence et leur armada financière, ils ne peuvent pas contrôler quelque chose d'incontrôlable. Et c'est toute la beauté de ce que j'ai toujours dit. Ceux qui cherchent à maîtriser le chaos gaspillent une quantité astronomique d'énergie à tenter de le faire. Bref, j'ai l'impression que ces gens même s'imaginent qu'ils vont pouvoir créer le futur dont ils rêvent et qu'il ne suffit que d'être partie prenante dans ce système. Il suffit d'agir et les gens vont suivre. Eh ben non, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est faux et ça ne marche pas. Tenter de débancariser la crypto, hop, elle va ailleurs. Tenter de tuer les acteurs centralisés pour fermer toutes les vannes, eh ben ça marche pas. Ils s'en vont ailleurs et ils s'adaptent et ils survivent. Et pire, le reste du monde ne suit pas ces cadres réglementaires, ce qui est donc, encore une fois, le fait que, pour ma part, l'hégémonie des États-Unis, elle est déjà en train de mourir et ça ne s'améliore pas. Et cette opération de lutte cabale anti-crypto qui vient clairement de sphères d'influence américaine, son échec, c'est encore une preuve de la décadence de l'Empire américain. C'était clairement en train de chuter, ça ne marche pas, et il s'obstine, et il continue. Et pour moi, tout a parié que le prochain dans la ligne d'attaque, c'est Tether. Donc, ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, vendez vos Tether », puisque je pense encore une fois que cette attaque va lamentablement échouer. L'effet systémique de Tether aura probablement même, en plus, je vous le dis, l'effet contraire. C'est-à-dire que la plupart de cette liquidité dans Tether, c'est de la liquidité qui ne veut pas revenir en dollars. C'est une liquidité qui spécule éventuellement avec des effets de levier, mais dans le but final, de toute façon, d'acheter des cryptos. Donc il s'agit bien de comprendre que fermer la vanne USDT, c'est forcer des dizaines de milliards de dollars à aller s'investir dans les cryptos. Cryptos qui n'ont plus aucune liquidité parce qu'il n'y a plus rien dans les exchanges. Donc si d'un coup, là, tu compresses 80 milliards de dollars et que tu les envoies dans la crypto, qu'est-ce que tu crées? Un bull market, en fait. Donc il faut faire très attention. Pour ma part, j'ai l'impression que ces gars-là avaient prévu un joli plan, que dans leur tête, ça allait bien se passer. On allait effectivement couper l'afflux de liquidité en dollars réels avec l'opération Choke Point, qu'on allait derrière détruire les acteurs centralisés avec des mises en procès, donc derrière des procédures juridiques, des coûts, etc. Et que ça allait suffire pour
faire fuir les clients de ces acteurs centralisés. Or, non, en fait, c'est pas vrai. On voit pas du tout le bank run se produire. Et derrière, il fallait détruire les stablecoins en essayant de faire en sorte que les rédemptions, c'est-à-dire que les retours en dollars soient supérieurs. Et en fait, non, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui sont en stablecoin veulent acheter des cryptos à la fin. Donc, ils n'ont pas du tout envie de revenir en dollars. Ils s'en foutent, en fait, du système de réserve partielle, du fait que ce soit pas 100% backé. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des dépegs temporaires et des repegs, en fait. Et pire, si on a des pegs, ces gens vont de toute façon non pas sortir vers l'USD, c'est-à-dire ce qui dépègue, c'est la valeur USDT-USD, mais en soi, la valeur USDT-Bitcoin, elle ne dépègue pas du tout, et la plupart du temps, ces gens, ils reviennent sur l'achat d'un Bitcoin. Donc on fait très très attention, c'est plus de dire au contraire, retenez une chose, si ça dépègue USDT-USD, et que le prix du Bitcoin par rapport à l'USD réel ne bouge pas, puisque les flux de capitaux sont bloqués, la variable d'ajustement, ce sera le Tether. Ça veut dire que la première des choses qui va se produire, c'est que le prix de BTC-USDT va monter. Et oui, c'est ça en fait la réalité. Donc, si on se voit avec des gens en USDT qui voient le prix de BTC qui monte et qui commencent à se dire « Oh putain, en plus, je peux pas sortir en USD, tant qu'à faire, je vais plutôt acheter des bitcoins », vous comprenez qu'un marché qui monte avec des gens qui vendent leurs USDT pour acheter des bitcoins, ça accentue encore plus le phénomène. Donc attention, encore une fois, j'ai peur que malheureusement, cette belle opération de vendetta contre l'USDT va probablement même être ce qui va déclencher le bull market. Donc on va faire très très attention, d'accord ? C'est juste pour dire, pour ma part, je prends note des échecs cuisants de toutes les étapes passées de cette opération de vendetta contre les cryptos. J'ai peur que la dernière et la plus grosse soit encore à venir. Maintenant, quand je dis j'ai peur, j'ai vraiment pas peur pour la résilience de la crypto. Pour moi, la crypto a réussi pratiquement toutes les batailles. Toute cette cabale crypto a juste montré son inefficience et son incapacité à contrôler ce marché. C'est pour ma part la vraie réponse. La crypto, elle est non seulement là pour durer, mais quand elle va se relever, elle va retrouver ici non seulement sa superbe, mais en plus des cas d'utilité réelle. Parce que là, maintenant, on va avoir la preuve que la crypto est capable de résister à des instances gouvernementales très centralisées, non régulées. Parce qu'encore une fois, la cabale crypto, ce ne sont pas des gens élus, ce sont des gens non élus qui décident en petit cercle fermé et qui, du haut de toute leur QI, s'imaginent qu'ils peuvent orienter le monde là où ils veulent. Réalité est que ça ne va pas se passer comme prévu, c'est ce qu'on voit déjà, et que ce sera bien évidemment la preuve que la solution contre ces forces centralisantes est tout sauf démocratique, c'est effectivement la crypto. Et il est là, le use case de la crypto, il a toujours été là, moi je l'ai toujours vu comme tel, et on va entrer dans l'ère de la gouvernance crypto, c'est-à-dire comprendre à quoi ces trucs-là servaient à de base, pas du tout à devenir riche, et c'est la force qui permettra de lutter contre ces gens-là. C'est le contre-pouvoir contre ces forces centralisantes, autoritariennes, etc., etc. On a besoin de la crypto, pas juste pour devenir riche, d'accord ? Juste parce que sans ça, on est dans la merde. Voilà un peu le message qui a toujours été le mien. En tout cas, j'espère que vous l'aviez compris d'ici là. Voilà ce que me dit donc l'attaque de la SEC sur Binance. C'est ni plus ni moins pour moi qu'une étape dans un schéma que j'avais déjà prévu, dans un modèle. Pour moi, il reste aujourd'hui le bouquet final, l'attaque sur Tether, qui devra probablement, à mon avis, échouer lamentablement, elle aussi, comme toutes les autres attaques. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'aspect Binance. J'espère avoir ouvert vos chakras sur les problématiques réelles, le cadre global, etc. Encore une fois, Binance, c'est ni plus ni moins qu'un pion sur un échiquier bien plus complexe. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre comment se joue cette partie et de comprendre que pour ma part ici, clairement, c'est déjà perdu pour le camp en face. Maintenant, la partie a encore des coups à jouer. On joue ces coups, mais pour ma part, ils ont déjà perdu. C'est qu'une question de temps, mais continuons de jouer la partie. Voilà.